Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Alors j'ai une petite minute d'avance, donc je vais attendre une ou deux petites minutes que vous vous connectiez avant de démarrer cette troisième conférence. C'était un cycle de 3 conférences sur le deuil, sur le processus d'intégration en fait que représente le deuil. Donc la première, la toute première conférence portait sur le deuil de la famille idéale. Et puis ensuite, j'ai à nouveau pris la parole pour évoquer avec vous la perte d'un être cher. Et nous voici maintenant à nouveau ensemble pour évoquer le deuil dans un nouveau processus qui va être tout simplement celui du changement de statut. J'ai réalisé que lorsque j'avais changé de statut et que j'étais notamment passée du salariat à l'entrepreneuriat, eh bien tout n'avait pas été si simple et j'ai compris que j'avais aussi eu à traverser un processus de deuil et c'est de ça dont j'ai décidé de vous parler. Et alors qu'est-ce que ce processus-là a de différent par rapport aux autres que j'ai évoqués? Et bien dans le cadre du deuil de la famille idéale, après on ne choisit pas complètement sa famille, donc on n'est pas complètement maître et on n'a pas complètement la main sur la situation de sa famille au moment où nous venons au monde. Et puis dans le cas de la perte d'un être cher, même si on sait, on a beau savoir qu'on va tous mourir un jour, ça peut rester à la fois très brutal et très douloureux. Et donc, on a forcément l'impression un petit peu plus de subir. Et donc, dans ce processus que j'aimerais évoquer aujourd'hui, là, c'est tout l'inverse parce que j'ai été amenée à vivre un changement que j'ai véritablement choisi. Je l'ai même orchestré. Et donc, j'ai décidé, après 12 années dans le salariat, de devenir entrepreneur. Alors, ça ne s'est pas du tout fait comme ça en ligne droite. J'ai travaillé pendant 12 ans au sein de la même entreprise, au sein de la même structure et j'ai vraiment eu un parcours passionnant et qui m'a énormément plu, énormément nourri. Et puis au bout de 12 ans, j'ai compris que il était temps aussi de passer à autre chose, aller vers de nouveaux horizons. Alors j'ai eu la possibilité de participer à un processus de recrutement pour un autre poste salarié proche de l'endroit où je travaillais. Et donc ça a été le moyen on va dire, de rendre public le fait que je souhaitais changer d'orientation. Et donc finalement ce processus de recrutement n'a pas abouti. Et je me suis dit que j'allais quand même aller jusqu'au bout du processus de départ parce que je m'étais un petit peu organisée, j'avais commencé à passer mes dossiers, je m'étais projetée dans une temporalité de départ et je me suis dit que j'allais tout simplement pas revenir en arrière et faire comme si de rien n'était et reprendre mes dossiers, ça n'avait pas grand sens. Et donc j'ai décidé de quitter la structure dans laquelle j'étais, quoi qu'il arrive. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion d'être dans un second processus de recrutement, qui était un petit peu challengeant, mais qui néanmoins me plaisait, me donnait envie. Et puis, qui n'a pas abouti non plus. Alors là, tout simplement parce que finalement, le poste n'a jamais été ouvert. Hein, donc finalement, c'était assez simple, puisque finalement, on n'était plus que deux en lice pour le poste. C'était un poste de directeur de développement économique dans un conseil départemental. Et c'était l'année où la compétence du développement économique a quitté les départements pour être finalement de la responsabilité de la région. Et donc ce poste qui était vacant n'a jamais été ouvert. Et donc le processus de recrutement s'est arrêté. Et entre-temps, j'ai passé pas mal de temps avec des personnes de mon entourage professionnel, de mon réseau. Et puis, une personne m'a sollicité pour éventuellement faire une mission d'évaluation d'un processus que que je connaissais bien, puisque je l'avais déjà conduit dans mon poste précédent. Et j'ai trouvé ça intéressant comme challenge. Et donc, c'était une réunion dans une préfecture. Donc je suis allée dans cette préfecture faire avoir ce premier entretien et puis pouvoir faire ensuite une proposition, en fait, tout simplement d'intervention. Et puis j'ai réalisé que finalement, pour pouvoir donner suite à
eh bien, cette mission, j'allais devoir me mettre à mon compte. Et donc, moi, je m'étais jamais dit que j'étais entrepreneur dans l'âme, mais j'ai simplement compris que si je voulais travailler sur la problématique qui m'était proposée, bah, il allait falloir que je me crée un statut et que je me mette à mon compte et que je crée une société. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de l'entrepreneuriat. Donc, c'est pas du tout venu brutalement, c'est venu tout doucement. Et puis, finalement, cette mission n'a pas pu se faire parce que suite au premier entretien, d'autres interlocuteurs ont demandé à ce qu'il y ait un appel d'offres, ce qui était effectivement complètement normal. Et puis finalement, cet appel d'offres n'a jamais été rédigé et donc cette mission n'a jamais vu le jour. Mais pareil, là encore, le processus était suffisamment enclenché. Je me souviens très bien, j'étais en route pour le salon de la création d'entreprise. Et au moment où j'ai reçu l'appel de la préfecture m'indiquant que finalement la mission ne pourrait pas avoir lieu tout de suite puisqu'il y aurait cet appel d'offres, et là je me suis dit, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine finalement d'aller à ce salon de la création d'entreprise, sachant que j'étais dans l'optique de créer mon entreprise pour répondre à l'offre, à la demande et aux besoins d'un client, et que ce client n'est plus là. Et je me suis dit, bon bah tant pis, allons-y. Le processus est suffisamment engagé, je suis maintenant aux portes du salon, donc allons-y. Et j'ai rencontré plusieurs interlocuteurs à qui j'ai eu l'occasion de parler de mon projet professionnel qui n'était pas très clair dans ma tête. Mais tous ces interlocuteurs m'ont dit, ah mais ça se tient très bien, c'est tout à fait logique, ah bah c'est très clair. Vous devriez créer toutes les étapes de votre entreprise, aller faire le dépôt au greffe, etc. Et que tout soit prêt, comme ça, le jour où vous avez votre premier client, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton et vous pouvez commencer à facturer. Et je me suis dit, ok, bon bah c'est peut-être pas clair pour moi, mais ça a l'air d'être clair pour les autres. Donc, il y a peut-être effectivement quelque chose à creuser de ce côté-là. Et donc, bah voilà, j'ai effectivement mis en place toutes les étapes de la création d'entreprise. J'ai continué à être en lien avec différents interlocuteurs et notamment une personne de mon réseau professionnel qui m'a sollicité pour une autre mission. Et je me souviens très bien, c'était très drôle, c'était un jeudi en fin octobre. Et mon mari me dit, bon bah alors, donc j'avais quitté ma précédente entreprise au mois de mars. Et donc là, on était au mois d'octobre et mon mari me dit, mais au fait, ta boîte, ça démarre quand ? Et donc, bah, je lui ai dit, écoute, oui, bah, c'est en cours, bientôt. Et puis donc, ensuite, ce même jour, ce fameux jeudi, je rencontre cet interlocuteur de mon réseau qui me parle de cette mission. On échange ensemble. Il me demande de lui faire une proposition. Donc, le jeudi après-midi, je gratte sur ma proposition que je lui rends le jeudi soir. Et le vendredi matin, il me répond, bah écoute, c'est bon, pas de problème. Est-ce que tu peux démarrer lundi ? À raison de 3 jours par semaine pour travailler sur cette mission avec nous jusqu'au mois de décembre, jusqu'à fin décembre. Et là, je me souviens très bien avoir regardé mon mari, du coup, donc le lendemain, il a dit bah ça y est, c'est bon, ça démarre. Et il m'a dit ah bon, mais déjà, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui dis bah voilà, j'ai eu ce rendez-vous décisif entre hier et aujourd'hui et la mission démarre lundi, donc ça y est, c'est bon, la mission démarre. Et donc, et puis bah voilà, depuis ça va faire 7 ans que je suis entrepreneur, j'ai développé mes activités, j'ai eu plusieurs clients, ensuite j'ai occupé différentes fonctions, j'ai été déléguée générale d'une fondation, j'ai également été responsable de territoire pour une ONG qui faisait de l'orientation scolaire, enfin voilà, j'ai fait énormément de choses sous mon statut d'entrepreneur. Et donc même des missions qui m'ont amené à travailler en équipe. Enfin voilà, j'ai goûté au caractère un petit peu hybride que pouvait avoir finalement le statut d'entrepreneur. On n'est pas forcément tout seul à travailler chez soi, mais on peut aussi tout à fait travailler avec d'autres, être dans un mode de fonctionnement d'équipe, etc. Et donc certaines de mes missions ont même duré, ont été reconduites sur plusieurs années. Donc par exemple l'ONG dont je vous parlais, j'ai travaillé pendant 4 ans en fait au sein de cette ONG, de cette structure. Et puis la fondation Tocqueville en tant que déléguée générale, ça a également duré plusieurs années. Donc c'est ça qui a été intéressant, c'est pas simplement d'arriver, de faire une mission, de repartir, mais de pouvoir aussi conduire des missions qui m'ont permis de finalement approfondir les liens, les sujets et les rapports avec les équipes, avec les personnes. Et en fait, je me suis rendu compte de quoi ? Eh bien, qu'il y avait eu beaucoup de joie finalement dans cette expérience de devenir entrepreneur, parce que c'était un choix, parce que ça s'est un petit peu imposé comme ce qu'il fallait faire, ce que j'avais à faire si je voulais répondre aux sollicitations des personnes de mon réseau. Et ça, c'est très important en fait, de pouvoir s'autoriser à ressentir du plaisir et à pouvoir être connecté à la joie dans ces processus de transition, parce que c'est par la connexion à la joie que se manifeste aussi l'élan vital.
et que je vais pouvoir activer ma créativité et finalement produire à la fois des propositions, des solutions certainement beaucoup plus innovantes que si cette joie est absente. Et c'est un petit peu difficile à dire, mais finalement même dans les moments de deuil difficiles en lien avec des pertes lourdes, des pertes d'êtres chers, des circonstances très douloureuses, bien finalement c'est important de pouvoir par moment, dans la mesure du possible, pouvoir à nouveau se connecter à la joie et au plaisir, parce que ces moments-là vont aussi jouer un rôle de régulateur du système nerveux. Et donc, aussi étonnant que ça puisse paraître, même si ça c'est pas très naturel dans le processus, c'est au contraire ce qu'il faut viser pendant ces périodes difficiles, c'est de pouvoir retrouver, même si ce sont que des micro-espaces, mais de pouvoir retrouver des vrais moments de connexion au plaisir et de connexion à la joie. Et c'est pour ça que j'en ai vraiment fait un des axes de mon programme d'accompagnement sur les transitions difficiles, c'est de pouvoir, à un moment donné du processus, s'autoriser à nouveau à ressentir du plaisir. Et ça dépend aussi totalement, alors à la fois des circonstances dans lesquelles on se trouve, mais aussi de la manière dont on a été élevé par rapport au plaisir et par rapport à la joie. Est-ce qu'enfant, on pouvait être insouciant et on pouvait facilement cultiver un petit peu cette légèreté, cette insouciance, ou est-ce qu'au contraire, on a été élevé dans un environnement familial ou autre, nous disant là il faut pas s'amuser, il faut travailler, la vie c'est quelque chose de sérieux, on n'a pas le temps on va pas perdre du temps à faire des choses futiles, et donc voilà, on est très effectivement influencé par la manière dont on a grandi avec ce rapport au plaisir et ce rapport à la joie. Mais cette période de passage du salarié à l'entrepreneuriat, même si elle s'est faite de manière, on va dire, plutôt douce et à mon rythme et selon mon choix, ça a aussi été une période un petit peu difficile parce que cela a entraîné une perte de repères. Pendant 12 ans, j'avais été salariée, en plus au même endroit, donc dans la même structure. Donc j'avais des repères, j'avais des habitudes, j'avais des rituels. Et puis tout d'un coup, tout ça s'arrête du jour au lendemain, et il y a un petit peu la question de « Ok, mais alors comment je vais structurer ma journée ?» Et parfois, certaines personnes, elles n'osent pas s'arrêter dans l'expérience professionnelle qu'elles sont en train de vivre, parce qu'elles n'arrivent pas à se projeter dans l'après, et elles se disent ok, si du jour au lendemain je me retrouve, donc avant je partais tous les matins, j'étais surbookée, je courais partout, qu'est-ce qui va se passer si du jour au lendemain je me retrouve dans mon lit ou chez moi en peignoir à faire le zombie, tourner en rond en peignoir et sans avoir de but ni de raison de sortir de mon lit et de m'activer dans ma journée. Et donc ça peut réellement empêcher certaines personnes de mettre en œuvre certaines transitions parce qu'elles n'arrivent pas à se projeter dans cet après. Et effectivement, cet après, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes repères, c'est pas les mêmes horaires. Alors moi, je me souviens que justement, j'en avais profité pendant ces quelques mois. Alors en fait, il y a eu avril, mai, juin, puis après il y a eu la période d'été, donc on va dire que finalement j'ai pu prendre des vacances juin, on va dire juillet, août, et puis après ça a redémarré septembre, et puis donc octobre où les choses ont commencé à bouger à nouveau. Et je me souviens que j'allais prendre mon café à 9h15 ou 9h30 le matin au café en bas de chez moi, ce que évidemment je n'avais jamais le temps de faire lorsque j'étais salariée et que je travaillais. Et c'était vraiment une manière de venir marquer cette période de je suis plus en activité comme je l'étais, donc quitte à ce que ça soit différent, autant que ça soit différent jusqu'au bout. Et je me souviens même un matin en buvant un café à la terrasse de ce café de m'être dit mais je crois que je commence à entrevoir ce que ça fait que d'être à la retraite. Et je me souviens avoir griffonné sur une feuille 2-3 réflexions que j'avais intitulé finalement mon premier jour de ma future vie de retraitée. Et qu'effectivement, j'avais touché du doigt ce qui avait probablement de très marquant entre l'activité et la retraite, c'était déjà de ne pas avoir l'obligation d'être à un endroit à une certaine heure tous les matins et de pouvoir finalement être dans un choix beaucoup plus grand du rythme que l'on veut adopter. Et donc, effectivement, cette perte de repères, elle peut être plus ou moins bien vécue. Alors, moi, je l'ai globalement bien vécue. Il y a aussi des moments où j'ai eu des périodes de doute, où tout d'un coup, je me suis dit, mais ok, donc là, je viens de quitter un poste, mais si personne ne veut de moi, si je trouve rien d'autre à faire,
si finalement j'y arrive pas, et si je me retrouve comme ça complètement désœuvrée à tourner en rond, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, cette notion de peur et ces doutes, ils vont clairement renvoyer à ce que j'ai déjà évoqué lors de mes précédents lives, c'est à notre capacité à être bien ancré dans notre sécurité intérieure. Est-ce que j'ai une sécurité intérieure suffisante, c'est-à-dire un ancrage suffisant pour pouvoir me laisser un peu balloter et transporter par ce qui se passe sans être complètement sûr de ce qui va se passer derrière. Et donc, bien sûr que ce rapport à la sécurité intérieure et au doute fait que j'étais pas toujours dans une position très confortable. Et finalement, j'ai réalisé que j'étais rentrée dans un processus que j'apparente totalement un processus de deuil parce que, je le rappelle, le deuil n'est ni plus ni moins qu'un processus d'intégration. C'est-à-dire, j'accepte petit à petit l'idée que ce qui était ne sera plus, c'est-à-dire plus à l'identique, plus de la même manière, que ça va être différent. Et une fois que j'ai suffisamment intégré ça, et que du coup, je suis passée par le fait de gérer mes émotions, par le fait de peut-être aussi devoir digérer un peu de culpabilité, en me disant mince, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais mieux fait de m'accrocher assis ou de rebondir comme ça. Enfin, voilà, dans le doute, on peut aussi avoir une voix intérieure assez forte qui questionne et qui dit mais qui finit par je vais y arriver. Cette voix intérieure qui va faire en sorte qu'on se demande si on a bien fait, en fait, de faire le choix qui a été fait. Et donc, il faut pouvoir digérer suffisamment cela, intégrer tout cela. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour pouvoir faire le vide. Et c'est un petit peu vertigineux de le dire comme ça, mais c'est bien du vide que le nouveau va pouvoir émerger. Ce qu'on aimerait, en fait, c'est être dans un schéma habituel, classique, et se dire, ok, alors moi je veux bien changer, je veux bien changer de vie, changer de boulot, changer de pays, hein. Mais ce que j'aimerais, c'est que tout soit déjà prêt. C'est-à-dire, j'ai la nouvelle maison, le nouvel appartement, j'ai le nouveau poste, j'ai déjà signé mon nouveau contrat de travail, je sais que je démarre pile à la fin de ma période de préavis, avec en plus 1 ou 2 semaines supplémentaires de congé entre les deux. Enfin voilà, on aimerait que tout soit dans les tuyaux, que tout soit déjà acté pour pouvoir appuyer sur le bouton du changement. Et en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'inverse. Il faut d'abord avoir appuyé sur le bouton du « Ok, je me... » Les aléas du direct. Eh bien, effectivement, voilà, je viens d'être baptisée par les aléas du numérique et puis de nos connexions internet. Donc simplement, j'étais en train de terminer ce live où effectivement, je vous expliquais qu'une des conditions pour que le nouveau émerge, eh bien, c'est d'avoir pu créer suffisamment d'espace pour accueillir ce nouveau. Et dans les différents accompagnements que je propose, eh bien, je traite effectivement de cette question de comment favoriser, créer les conditions pour que puisse émerger le nouveau. Alors, sur ces accompagnements que je vous propose, c'est complètement à la carte. Donc, il y a la possibilité de vous inscrire à un programme en ligne qui effectivement s'accompagne d'entretiens individuels. Donc là, ça se fait complètement à votre rythme. Vous avez des contenus en ligne, on décide ensemble de la fréquence de ces entretiens. Il y en a 3 qui sont prévus, donc on décide ensemble des dates. Ils peuvent être en présentiel ou ils peuvent être en visio. Et vous pouvez à tout moment démarrer cet accompagnement qui sera prêt et qui sera en ligne à partir du 25 mars. 25 mars, c'est également une autre date importante parce que j'organise un premier atelier. Il y aura plusieurs ateliers qui sont là aussi également à la carte. Donc l'atelier du 25 mars de 10h à 13h à Paris, c'est vraiment sur redevenir acteur du processus
d'intégration et de sa transition douloureuse. Et là, vraiment, l'idée, c'est de reprendre la main sur ses pensées, sur ses émotions, et à partir à la fois de pratique du corps, de connexion aux émotions et de créativité, c'est bien de pouvoir pleinement redevenir acteur du processus de changement. Il y a également un autre atelier qui est pour l'instant en préparation, mais qui sera a priori proposé fin mai, début juin, sur la digestion des émotions. Donc à la fois la digestion au sens propre comme au sens figuré, et ça viendra probablement combiner du yoga du ventre, donc vraiment un travail physiologique sur le corps, avec un travail sur la digestion des émotions, sur un plan effectivement plus créatif et plus énergétique. Et enfin, il y a également un troisième atelier qui est déjà prévu le 24 juin, et ce sera un atelier vraiment co-animé, que je co-animerai avec Gwendoline qui viendra proposer une pratique de yoga, Brigitte qui proposera de la sonothérapie et du soin par le diapason, et Anne Steinlein qui proposera pendant l'après-midi, un temps de connexion à soi via la peinture médecine. Et cet atelier, est intitulé Activer ses ressources intérieures. Donc vraiment, l'idée, c'est de venir activer par le biais de ces différentes pratiques et de ces différentes énergies de personnes rassemblées, de pouvoir connecter vos différentes ressources intérieures. Et puis pour finir, probablement fin mars, début avril, je vais lancer un cercle de parole. Alors là, il y aura plusieurs séances. Il y en aura probablement 2 ou 3 avant les vacances d'été, puis après ça reprendra à la rentrée. Et là, ça sera à la carte, vous ne serez pas du tout obligé de vous y engager dans la durée. Vous pourrez venir une fois de temps en temps, une fois, toutes les fois, comme vous voulez. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace-temps pour pouvoir échanger ensemble à plusieurs sur ce que l'on vit les uns et les autres lors de ces transitions douloureuses et lors de ces passages un petit peu difficiles. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir partager un petit morceau de cette soirée avec vous. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site internet. Je vous mettrai le petit lien sous la vidéo. www.lemergence.eu. Et puis, je reste effectivement à votre écoute et disponible via les réseaux sociaux. À très bientôt. Belle soirée à tous. Au revoir.